Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Si vous n'êtes pas à jour dans un titre en particulier, n'ayez pas peur, il y a le chapitrage dans la barre YouTube, en description. Voilà, c'est dit, donc voilà, si vous voulez juste mon avis sur un titre en particulier, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo pour que celle-ci puisse grossir et que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram. Les liens sont dans la description. Et maintenant que c'est dit, on commence maintenant. Give my regards to Blackjack, le tome 2 sur 6. Alors avant de parler du tome en lui-même, j'ai envie de parler un petit peu du format. En fait, sur ce gros tome de 400 pages, on va dire, le gros arc où le héros va dans un nouveau service médical. Et je me dis que vu que le héros a visité plusieurs services, si chaque gros tome se concentre sur un service, c'est un format parfait. C'est-à-dire qu'on a un tome, on a un service, une grosse histoire, un gros arc, et puis basta. Si c'est le cas, franchement, c'est du génie. Mais alors maintenant, de quoi il parle ce deuxième tome? Alors après le service cardiologie, le héros visite le service de néonatalité. À savoir les enfants qui sont, qui sont nés avant les 9 mois. Donc ils sont pas nés à terme. Donc souvent, c'est les enfants qui sont fragiles physiquement. Ça s'annonce dur. Et le tome est dur. Clairement, faut être bien dans sa tête pour lire ce tome parce que tu vas suivre quand même le héros qui arrive dans un service. Alors il y a son senpai, son maître, il a un couche-queue sur la tête, donc c'est un peu bizarre. Et après ils arrivent, et voilà, t'es patient, c'est deux jumeaux qui sont nés 8 mois, enfin un mois ou deux en avance, donc ils sont un petit peu fatigués, patraques. Le père, il en veut pas, la mère, elle est en train de se dire putain, on les a ratés nos gamins parce que les deux étaient plus ou moins stériles. Ce qu'ils ont fait des fécondations in vitro, ça a un petit peu foiré pendant des années, ils se sont pris la tête sur le fait qu'ils n'avaient pas d'enfants, et là ils arrivent avec des enfants qui sont un petit peu à moitié en train de claquer. Et il y a toute une propos social là-dessus, parce que là, il y a le monde qui les observe disant vous n'avez pas d'enfants, c'est pas normal. Ah, ta femme elle peut pas avoir d'enfants, c'est pas normal. Ah, c'est toi qui es stérile, t'es vraiment qu'un mauvais. Ah, la pression qu'ils ont est horrible, mais alors les enfants derrière, dur. Et alors, surtout quand à la moitié du tome, il y a un plot twist sur un des gamins, c'est horrible. C'est horrible. Le tome, il a tombé par terre. C'est vraiment, le tome 1 était génial, le tome 2 fantastique. J'ai pas de mots, il est trop bien. Et voilà, j'ai fini comme le héros avec les larmes aux yeux, tellement cet arc de néonatalité, c'est une dinguerie. Alors si la suite c'est encore mieux, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots, ça va être un tome de ouf. Prisonnier Riku, le tome 37 sur 38, c'est donc l'avant-dernier tome de la série. Alors, en soi, il est génial. Tout l'histoire sur ce personnage-là qui a un œil crevé, comment il a rencontré Kikoin, donc Kaikoin, donc le grand méchant, génial. La dévotion, le fait qu'il soit vraiment obnubilé par lui, c'est devenu son dieu vivant, c'était vraiment cool. Vraiment, on arrive sur le dernier sprint, voilà, il reste plus qu'un tome. Alors, je crois que le dernier tome sort au mois de juillet, si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'il sort rapidement. J'en parlerai pas tout de suite, je vais attendre d'avoir le tome 38 et de me relire tout Prisonnier Riku parce que j'ai envie de me remettre dans le bain, de tout relire pour le 38e et dernier tome. Mais en tout cas, c'est la fin et je vais peut-être avoir un petit pincement au cœur quand même parce que ça y est, c'est la fin de cette histoire de Riku et de toute sa bande, c'est génial. Prisonnier Riku à lire, même s'il y a des tomes qui sont pas facilement trouvables, commencez la série, c'est trop bien. Encore une série qui est bientôt sur la fin, Moonlight Act, le tome 28 sur 29. Donc il reste plus qu'un tome. Alors lui par contre il sort au mois d'octobre. Donc super longtemps. Est-ce que je relirai l'histoire en entier pour le 29e tome? Je pense que oui. Donc octobre, j'ai le temps de voir venir. Donc là on est toujours sur l'arc final où donc il y a les êtres de la lune qui arrivent. Et là c'est un peu la contre-attaque des contes de fées et n'importe quoi, genre ils balancent les, alors c'est Gulliver, c'est dans le conte de Gulliver, ils balancent les îles de Gulliver, donc les fameuses îles qu'il visite dans son voyage, il leur balance des îles en pleine gueule. J'ai dit d'accord, très bien, c'est génial. Donc là il reste plus qu'un tome, c'est vraiment super prenant. C'est dommage que, alors il y a des tomes qui soient un petit peu pas facilement trouvables, même si Kazé a réimprimé. C'est un titre pas forcément connu, mais Moonlight Act, je suis très content de l'avoir découvert grâce à Manga Sky, d'avoir trouvé les tomes un jour pas cher sur eBay ou sur Le Bon Coin, et d'avoir, bon, même si quelques temps plus tard, Kazé a tout réimprimé. Voilà, Moonlight Act, si vous les voyez, prenez-les, c'est du très bon. Et
On devait pas avoir Karakuri Circus, ça fait genre 2 ans et demi qu'on nous l'a annoncé en France. Quand est-ce que ça sort? Je veux savoir, si quelqu'un a des news, dites-moi. Alors là, on touche à du lourd, du très très lourd. Chainsaw Man, le tome 8. C'est une dinguerie. Clairement, j'ai pas de mots. Alors on a le combat contre les différents Devil Hunter qui étaient venus depuis au moins le tome 6, je crois. On les a déjà vus un petit peu dans le tome 6, qui est toujours donc ce gros arc qui est vraiment dingue. Et alors il se passe un truc, c'est que il y a tout un bordel de personnages qui se retrouvent envoyés dans un endroit où le ciel s'est des portes et on nous dit « Ah, c'est les enfers !» Et j'ai trouvé tout le passage où tu vois ces enfers qui est représenté par un ciel de porte, qui est pas vraiment l'enfer, on va dire, judéo-chrétien auquel on pense, où c'est donc des diables, le feu, la lave, etc., le sang partout. Et quand t'as des gens qui disent « Oh, je sens des regards sur nous », c'est des démons ultra puissants, ils sont tellement puissants qu'ils sont jamais morts, et donc ils sont jamais allés dans le monde terrestre. Tu dis « Ah ouais, donc c'est des démons », genre il dit « Ouais, c'est les démons des peurs ancestrales, les peurs primaires, etc. » Tu dis « Ah ouais, donc ça va être les démons archi puissants. » Et là, t'as une scène, tu vois des astronautes coupés en deux, qui prient et disent « Oh, c'est le démon obscur. » Et il y a une scène où t'as un déferlement de puissance, où tu vois vraiment que le démon qui est devant eux, il est 10 niveaux au-dessus, et il y a vraiment un sentiment d'impuissance pour les personnages, où tu sens qu'ils sont face à un boss qui est beaucoup trop fort pour eux, et ça faisait hyper longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un manga, un passage où les héros, tu sens qu'ils vont pas en sortir indemnes. Où là, les mecs, ils vont les croquer. Et je parle de croquer parce que ça fait depuis Shingeki no Kyojin que j'ai pas ressenti dans un manga cette peur de me dire merde, ils peuvent tous mourir à n'importe quel moment parce que en face, c'est pas Joe le rigolo. Et j'ai trouvé ce passage ouf. Et pareil, je pense que je vais le mettre là, dans cette page-là, il y a une page où tu vois le démon qui apparaît, donc le démon obscur, et en fait, il coupe les bras de tout le monde, et les bras forment les gouttières des cases. Ce qui fait que le découpage des cases est fait par des bras. Et c'est hyper malsain, c'est hyper intéressant comme façon de travailler son découpage, sa mise en page. Et ouais, les enfers, un truc de ouf. Alors, j'espère vraiment que la suite de Chainsaw Man va explorer un peu plus les enfers, parce que je suis hyper curieux que le héros y retourne, parce que c'est un endroit qui a l'air d'être hyper impressionnant, qui a l'air d'avoir déjà une mythologie hyper impressionnante, déjà qu'on nous dit qu'il y a des démons qui n'ont jamais été réincarnés sur Terre, qui sont les peurs primaires, c'est hyper intéressant. Et qui disent, ouais, le démon des âmes qui est ultra cheaté, c'est une merde par rapport à eux. Voilà, tu sens qu'il y a tout un univers qui est là, et qu'on peut explorer. Donc Chainsaw Man, là, ce tome 8, c'est une dinguerie. Le démon obscur, c'est une dinguerie. Le bateau de Thésée, tome 7 sur 10 ou 11, je sais plus exactement le nombre de tomes qu'il y a exactement. Alors, je suis un peu déçu par ce tome. Alors, c'est pas que je suis déçu, c'est que je reste sur ma faim, parce que jusqu'à présent, à chaque fois que je lisais un tome du bateau de Thésée, j'avais 2 autres tomes à lire. Ce qui fait que quand j'ai eu le tome 1, j'avais le tome 2 et le tome 3. Quand je me suis acheté le tome 4, j'avais aussi le 5 et le 6. Là, j'ai le 7, et j'ai que le 7. Ce qui fait que j'aimerais bien voir la suite, découvrir un peu plus. Ce qui fait que là, je commence un truc et je dis ah, j'en veux un peu plus. Et dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois pour le tome 8, le tome 9, le tome 10. Après, ça reste génial. Déjà, alors, rien que le début, qui est donc la belle-mère de la sœur du héros lui dit la vérité, dit ouais, je sais tout ce que tu veux de toi, enfin, je connais l'histoire de toi, par ta famille. Et alors, j'ai cru qu'elle s'était empoisonnée, qu'elle faisait une fausse couche, et alors que non, elle fait juste une sorte de fausse couche, enfin. Afin elle commence à coucher. J'ai vraiment cru qu'elle était genre. Elle était bu un poison pour que le gamin sorte plus rapidement. Peut-être que j'ai mal compris la scène, mais en tout cas, il y a un truc hyper intéressant. Et alors, la couverture avec les yeux qu'on voit juste à côté, qui prend tout son sens une fois qu'on a fini le tome. Et là, j'avoue que je veux la suite. Là, je veux le tome 8. J'ai hâte de lire la suite. C'est génial. Natsuko no Sake, le tome 3. Alors, je vais commencer avec une sorte de mini coup de gueule. C'est que Vega, non, chez Dupuis, ils ont peut-être un peu plus de moyens et mettent un vernis sur le tome, ce qui fait qu'il est un petit peu brillant, un petit peu lisse au toucher. Mais mes 2 premiers tomes de Natsuko no Sake, ils ont un effet mat, pas brillant. Ce qui fait que quand je mets mes tomes côte à côte, il y en a un qui brille plus que les autres. Et c'est un petit peu dérangeant. Bon, après, c'est pas la mort, hein, y a pas de. Ils n'ont pas tué la charte graphique des dos parce que il y a des éditeurs qui sont connus pour faire des dos et chaque tome t'as un dos différent et c'est horrible. Quand tu vois ta couverture, tu fais c'est quoi ça, cette série où t'as 3 tomes qui ont 3 dos différents. Je ne dirai pas de nom, mais vous savez de qui je parle. Après, ce tome-là est vraiment cool.
Il y a vraiment un message toujours écologique sur les pesticides, le fait que ça empoisonne la terre qui est super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé le premier tiers du tome sur le fait que Natsu découvre qu'il y a un riziculteur voisin qui produit plus, mais de la merde. Mais qui inonde le marché, ce qui fait que eux, bah, ils ont plus de mal à vendre leur saké, alors que le saké que les autres achètent, c'est de la merde. C'est comme dit, c'est de la pisse. Genre, il y a un goût de charbon, ça pique les yeux, ça agresse le palais, c'est dégueulasse. Pourquoi ils en vendent autant? Mais parce que les gens, ils veulent juste te bourrer la gueule. Et c'est super intéressant de voir l'inondation du marché d'un produit de merde, mais qui fait que comme c'est pas cher, les gens vont dire bah en plus il y a un cadeau offert. J'aime bien d'ailleurs, il fait mais vendez juste une tasse. Mais va te faire foutre, genre le produit est bon, pourquoi on t'offrirait un cadeau? Au bout d'un moment, même si bon, avec les grandes enseignes c'est un petit peu ça aussi. Là, vraiment j'ai bien aimé ce tome là et j'ai hâte de lire la suite, surtout qu'on est à la moitié, il y aura 6 tomes en tout, donc on arrive à la fin. Vraiment les gars ils ont repris tous leurs titres et ça fait plaisir. Le dernier, mes lectures remontent à il y a 15 jours, et donc depuis j'ai lu 15 tomes de Détective Conan, ce qui fait que je suis arrivé au tome 30. Alors, j'ai un petit peu attaqué la suite, donc je suis au tome 32 maintenant, mais on va parler des tomes 16 à 30, et vous allez voir, il y a à boire et à manger, il y a tellement de choses qui sont passées en seulement 30 tomes, ce qui fait que j'arrive pas à comprendre que les gens puissent dire en critique, il se passe rien dans Conan. Vous avez... Alors peut-être qu'ils regardent que l'animé, parce que en tout cas, du tome 16 au tome 30, je vais pas dire qu'il s'est passé quasiment un truc à chaque tome, mais il s'est passé plein de choses. Alors des fois, quand je dis plein de choses, c'est l'apparition d'un nouveau personnage, mais il y a plein de nouveaux persos qui sont apparus dans l'intrigue. Déjà, tome 16, regardez la couverture. Kaito Kid, le grand rival, le Arsène Lupin, l'ennemi juré de Shinji Kudo ou de Conan Edogawa. On a l'apparition, là on avait un petit peu Eiji qui est apparu, mais qui revient beaucoup plus souvent. On voit le père de Eiji, on voit sa copine... Enfin, la fille qui est amoureuse de lui, mais qui sait pas encore comment le dire. Enfin, l'équivalent de Ran pour Eiji. On voit la mère de Eiji. Ils vont plein de fois à Osaka, mais on voit aussi... Il y a l'arrivée de Hei Eibara, donc l'autre personne qui a pris le poison et qui a rajeuni et qui est chez le professeur Agasa. On voit la mère de Ran qui apparaît pour la première fois et qui revient souvent. Il s'est passé plein de choses. J'ai noté plein de trucs, je pourrais même pas tout dire. Il y a la première apparition du copain entre guillemets de Sonoko, donc je sais plus son nom, je crois que c'est Makoto, qui est un champion de karaté, donc elle est super amoureuse et que lui aussi, mais que elle essaie de chauffer, à chaque fois lui il comprend pas, il croit qu'il y a vraiment un rival, un amoureux, elle lui fait ouais j'ai fait des chocolats pour l'homme que j'aime, il dit c'est qui, je vais lui casser la gueule, bah c'est toi, il fait ah ok, très bien, vas-y, il se gratte la tête, il fait oh, d'accord, et il rougit, c'est génial, non franchement je comprends pas, et même il y a même eu un chapitre sur le premier amour, donc la femme de l'inspecteur Maigret. Voilà, on arrive à ce niveau-là quand même, il y a des chapitres qui racontent ça. Alors, un chapitre, 3 pages sur un chapitre entier, mais voilà. Il y a aussi l'apparition de l'inspecteur Takagi et de l'inspecteur Miwa, qui sont les assistants de Maigret, qui sont tous les deux un petit peu amoureux, mais pour l'instant ça n'a pas beaucoup avancé, mais tu sens quand même, enfin Takagi on sait qu'il est amoureux, mais Miwa on sait pas trop. La fille on sait pas trop si elle est amoureuse, elle est assez froide, même si je pense quand même qu'elle a des sentiments, mais elle veut pas trop l'avouer. Il se passe plein de choses. Il y a même eu un chapitre où Conan démasque un homme en noir. Il rencontre Pisco, donc qui est censé être un homme en noir, et à ce moment-là, il redevient adulte, elle boit de la vodka, enfin sa boisson chinoise, et elle redevient adulte, et là il y a Jin qui arrive et qui lui tire dessus. Il se passe rien, mais allez vous faire foutre au bout d'un moment. Alors, peut-être qu'il se passe rien à partir du tome 30, même si j'en doute, parce que de ce que j'ai commencé à lire dans les tomes 30, il se passe plein de choses aussi, parce qu'il y a arrivé un nouveau personnage. Je crois savoir qui c'est par rapport à ce qu'on m'a raconté, mais on a aussi l'apparition d'un autre homme en noir qui s'appelle Vermouth. Il y a la prof d'anglais de Ran, Tsonoko et Shinichi qui est apparu, qui a l'air d'être voilà, suspecte. Tu te passes dans un personnage comme ça, je sens qu'il y a des trucs, il y a des bails là-dessus, mais trop de choses. Qu'on me dise qu'il se passe rien dans Conan, je comprends pas. Qu'on me dise que c'est répétitif parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes, je le comprends, mais qu'il se passe rien, c'est vraiment mentir. C'est de... Non, c'est pas bien. Intellectuellement parlant, c'est pas bien, là, de dire ça. Là, moi, j'ai trouvé qu'il s'est passé beaucoup trop de choses, même en seulement 30 tomes. Alors, beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, on relativise. Hein. Quand je parle d'une chose, l'apparition de la mère de Ran, pour la première fois, c'est une chose. L'apparition d'un nouveau personnage important d'intrigue, enfin, dans le cercle des personnages qui vont être récurrents, c'est quelque chose. J'en ai parlé aussi sur Twitter, pour ceux qui me suivent. J'ai posté une image où tu vois Conan qui est avec ses copains de classe au cinéma, et il y a comment ça s'appelle, Ayumi qui s'endort sur une épaule et il dit mais elle est sérieuse, et il dit hey, qui dort sur son autre épaule, il est en mode bon je vais attendre la fin du film. Il est comme ça avec les deux filles sur chacune des épaules.
Conan, ce dragueur, triangle amoureux, voilà. Conan, en fait, c'est un manga d'amour. C'est pas un manga d'enquête. C'est génial. Donc voilà, Détective Conan, vraiment un grand kiff à lire. Là, j'ai vraiment pris mon pied, même si j'ai pas envie forcément d'accélérer mon rythme. Je veux vraiment le rythme de lire un tome par jour, c'est bien suffisant. J'avance à mon rythme. Alors, on m'a dit peut-être de pas aller voir le film tout de suite parce que je vais me faire spoiler des choses. Peut-être que je vais accélérer le rythme et lire 2 tomes par jour, on verra. Après, je sais qu'il y a un résumé par rapport aux personnages qu'il y a dans le film, mais si ça me spoil les enquêtes, enfin, des plot twists par rapport à des personnages, je suis un peu... Je sais pas trop. On verra comment je me sentirai. Je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Akai dans le film. Si je le vois, que je sais qui c'est par rapport au manga, j'irai voir le film. Si je l'ai pas encore vu, peut-être que j'attendrai un petit peu. Mais en tout cas, Conan, moi, c'est toujours un grand kiff à lire. On se revoit dans 15 jours pour les tomes 31 à 45. L'homme qui tua Nobunaga, le tome 3. Je suis un peu moins fan de ce 3e tome. Alors, je pense que l'homme qui tue Nobunaga, vu le contexte, vu le fait qu'ils essaient d'être assez minutieux avec l'histoire, c'est un titre où il faut pas trop décrocher. Il faut vraiment lire le manga focus, vraiment tout lire d'un coup, parce que j'avoue qu'il parle de personnage, je fais attends, c'est qui déjà? C'est machin, ouais, alors c'est qui déjà? Et j'avoue que déjà, autant tout ce qui est Mitsuhide Akeshi, Nobunaga, Tokugawa et Ieyasu, si je dis pas de bêtises pour ce personnage-là, ça va, je les connais, mais tous les autres qui gravitent autour, je les retiens pas, j'arrive pas à les retenir. Et voilà, je connais pas toute l'histoire du Japon, même si je connais les grands noms par rapport à tous les mangas, tout ce qui est Tokugawa, qui a fondé le shogunat, qui a duré 400 ans, Oda Nobunaga, qui est un grand méchant dans plein de mangas, Tokugawa, enfin, Ieyasu, qui sont son grand sbire, etc. Ah, je les connais, mais après, tout le reste, je connais pas. Même si j'ai appris certaines choses avec la série Netflix qui s'appelle L'ère des samouraïs, l'époque des samouraïs qui était sur Netflix, qui en plus retrace cette époque-là. Donc c'est vraiment une série de 6 épisodes. Alors c'est un documentaire, en vrai, c'est pas une série. Qui commence avec Nobunaga qui prend la tête de sa famille jusqu'à l'avènement des Tokugawa qui deviennent les grands shoguns du Japon pendant 400 ans. Donc, de toute façon, ça, c'est en fait, le manga va couvrir les 3 premiers épisodes de la série, parce que je crois qu'à l'épisode 3, on passe sur le règne de Ieyasu, qui est donc ce personnage-là, qui était donc un laquais de Nobunaga, et après, toutes les confrontations avec Tokugawa, etc. C'est super cool, c'était pareil, très... c'est un documentaire, donc c'est vraiment... Ça relate les faits avec un petit côté série où on monte sur les scènes, etc. Très cool. Là, c'est vrai que je ne sais pas de tous les personnages, je ne saurais même pas dire tout ce qui s'est passé. Et alors, je sais pas si c'est dans l'édition japonaise ou c'est un kiff de Delcourt, l'histoire de Yasuke le samouraï noir, il est où? Parce que je l'ai toujours pas vu dans ce tome, hein. Il est maintenant plus apparu. Je comprends pas. Je comprends pas ce sous-titre. Orochi, le tome 3 sur 4, d'après ce que j'ai bien compris. Donc je pensais qu'il y aurait que 3 tomes, il y en aura 4 finalement. Alors je suis fan de la première histoire. Je suis un peu moins fan de la deuxième, qui est beaucoup plus longue, hein, ça fait à peu près ça. Hein. C'est 100 pages contre 200 pour la deuxième histoire. La première histoire, elle est vraiment cool. On suit un petit gamin de 3-4 ans dont le père meurt écrasé. Il voit le coupable, il dit c'est machin. Il lui dit non, mais tu t'es trompé. Et toute sa vie, le gamin, il a eu la haine. Et en fait, il va alors. Franchement, c'est un spoil, mais en même temps, tu vois venir. En fait, toute sa vie, il a ourdi un plan pour niquer le mec qui a tué son père. Voilà. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Là, l'autre histoire, je suis un peu moins fan. C'est peut-être parce qu'elle est un peu plus longue, peut-être que j'étais un peu moins dans le mood. Peut-être qu'il faudra que je relise ça, c'est quel quand je serai un peu plus en vie. J'avoue qu'une fois que tu as lu une histoire, peut-être qu'il faudra que je fasse une pause de quelques jours avant d'attaquer la suivante. Là, j'ai enchaîné tout d'un coup et j'avoue que après avoir lu une histoire de 100 pages, j'étais peut-être un peu moins focus pour lire la deuxième histoire. J'ai beaucoup aimé le passage où Orochi touche un homme et on voit son passé. Et le passage où il est, donc je crois que c'est la guerre de Pearl Harbor, tout ça, donc la Seconde Guerre mondiale, où il y a des passages vraiment gore, où t'as un cadavre avec des vers partout, c'est cool, voilà, c'était plaisant. C'est un chapitre qui était vraiment cool à lire. Tu lis ça, tu dis bon, bah, c'est génial, je vais peut-être m'arrêter. Voilà, Orochi, c'est vraiment cool. Après, j'avoue que pour l'instant, c'est clairement pas mon titre préféré de Kazuo Umezu. Clairement, pour moi, à l'heure actuelle, mon titre préféré de l'auteur, c'est L'école emportée. C'est une dinguerie. Ça sort dans pas longtemps en édition comme ça, un grand format, pas le format Rikiki Bunko que j'avais. Et putain, pourquoi j'ai acheté ça il y a un an? Ah, bon, c'est pas grave. Orochi, je vous conseille, mais clairement, si vous voulez découvrir l'auteur, L'école emportée ou Je suis Shingo.
Les carnets de l'apothicaire, le tome 3. Alors, ce tome-là, on va dire qu'il est plus carnet que apothicaire. Parce que, grosso modo, après la grande cérémonie où toutes les maîtresses, enfin les favorites de l'empereur se réunissaient avec leur cour, ben Mao Mao avait récupéré plusieurs petits objets précieux qu'elle pouvait plus ou moins troquer pour sortir quelques jours hors de la cité des femmes. Et elle en profite, elle va voir un petit soldat de bas étage qui lui avait donné ça. Elle fait un peu de chantage, j'ai beaucoup aimé le passage, je lui ai dit non mais vous savez, il n'y a pas que vous, elle sort deux trucs, elle dit je pourrais aller voir machin ou machin, là je vous fais une faveur en venant vous voir. Et l'autre il fait oh putain attends, c'était une femme de cour hyper en vue, et en fait j'ai donné ça, je pensais que c'était juste une gueuse, et finalement c'est une fille hyper importante. Et elle dit ouais je t'amène chez une amie à moi qui tient un harem, et l'autre il se fait mais laver. Il va voir une concubine, la concubine à la laver, à l'autre il va revenir toutes les semaines, il va être ruiné en 3 semaines, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que le côté apothicaire, plantes, etc., un peu moins présent. Alors il y a une petite enquête vite fait, mais pas marquante par rapport à ce qu'il y a eu avant. Et genre j'ai beaucoup aimé, alors j'ai oublié le nom du beau gosse, alors excusez-moi, je vais voir s'il y a son nom. Jinchi. Jinchi qui est jaloux. Et j'espère qu'on va explorer un peu plus cette relation, le fait que lui il a des vrais sentiments purs envers Mao Mao, et que finalement c'est peut-être pas un. Je crois qu'il a, à part du fait qu'il est castré parce que c'est un eunuque, est-ce qu'on va découvrir que ce n'en est pas un? À voir. En tout cas, vraiment super. Cahier de l'apothicaire. Gros kiff. C'est vraiment une putain de surprise. Je m'attendais à rien. Clairement, je l'ai commencé parce que les gens l'attendaient dans mon bilan manga qu'on attend pour l'année 2021. Et méga surprise, c'est un super titre, c'est un truc de ouf. Et on finit avec le tome 16 de Beastars. Alors, il commence là où s'était terminé le tome 15, à savoir le flashback de la mère de Legoshi, qui est tragique. Honnêtement, la scène où il discute, il dit oui, tu sais, avant que je me suicide, je suis venu te voir dans ton lit, j'ai dormi avec toi. Et Legoshi dit ouais, mais j'étais au courant. Et tu comment ça? Bah, je me suis senti que t'étais là, et j'ai rien dit, je voulais juste rester avec toi pendant quelques temps. Ah, ce passage, j'étais un petit peu fondu en larmes, parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à une histoire un peu tragique, mais clairement, la scène où Legoshi dit ouais, j'étais là, je te sentais dans mon dos et je voulais pas te faire peur, j'ai rien dit, je suis resté là, j'étais content. Oh, le pauvre petit Legoshi, c'est un peu triste. J'ai bien aimé, alors il y a un petit chapitre qui sort un peu de nulle part, où en fait on découvre les origines des assistants de Yaya, donc le Beastars de cheval. J'ai trouvé ça super cool, et il y a toute l'histoire autour de Melon qui prend de plus en plus d'ampleur. J'ai beaucoup aimé le passage où il va chez comment ça s'appelle, le tatoueur, et il lui dit ouais, j'ai une nouvelle tache de léopard qui apparaît, tu vas me faire un tatouage de feuilles de melon, qui en fait qui veut cacher son côté léopard à travers les tatouages. C'est super intéressant. Alors peut-être qu'on va découvrir que peut-être son père qui était léopard ou sa mère qui est léopard le battait et qu'il supporte pas le côté léopard qui est en lui, mais que finalement tout doucement il prend le dessus parce que forcément il a des griffes, il a des crocs, et ça l'insupporte. À voir, en tout cas, Melon devient de plus en plus intéressant et complexe, et j'ai hâte de savoir la suite. J'ai beaucoup aussi aimé le passage avec Louis, et dont j'ai oublié le nom, la fille Louve, enfin la Louve, qui est avec lui, et qui a fond sur lui, et j'aime bien le passage où il dit « Oh, vous êtes un couple de loups !» Quand avec le gauche, il fait « Non, moi je kiffe les cerfs !» C'est génial à voir. En tout cas, on est à 6 ou 7 tomes de la fin. Beastars, c'est toujours un putain de kiff, et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo pour que celle-ci puisse grossir et que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!